La prochaine guerre commerciale ne se mène ni par tarif ni par porte-avions. Elle s'installe lentement dans le sol, là où la nourriture devient une arme. En Afrique de l'Ouest, un pays sans pétrole, sans marine et sans siège aux grandes tables a choisi l'agriculture industrielle pour peser dans les échanges. Que change pour le monde et pour les ménages le jour où Ibrahim Traoré décide que les champs ne servent plus seulement à survivre, mais à négocier? Ce qui paraît local aujourd'hui pourrait annoncer un réalignement global, avec des réactions en chaîne bien au-delà du Sahel. Cette histoire promet une chose précise: comprendre comment un levier discret peut déplacer des rapports de force établis. En suivant les faits, le spectateur gagne un cadre clair pour lire la sécurité alimentaire comme une variable stratégique, pas un slogan. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. Il touche les marchés, les normes et la manière dont les États réagissent quand une ressource ordinaire devient négociable. Le fil conducteur est simple. D'abord, ce qui a été décidé et financé, sans rhétorique. Ensuite, comment les chiffres ont changé les comportements d'acheteurs, d'assureurs et d'administration. Enfin, pourquoi ces réactions comptent pour les citoyens, les entreprises et les partenaires régionaux. Une micro-question guide la suite. Si l'offre alimentaire se coordonne, que devient le pouvoir de fixation des règles? La réponse n'est ni morale ni idéologique. Elle se trouve dans des écarts de prix, des délais de paiement et des clauses techniques. En les reliant, on voit apparaître un mécanisme reproductible, avec des bénéfices et des coûts mesurables. La bascule commence fin 2024, loin des caméras, avec un document interne baptisé Première ainsi, nous poursuivons le développement du projet de souveraineté de la banane. Ce texte, validé au sommet de l'État, redéfinit l'agriculture non comme un secteur social, mais comme une couche de sécurité nationale. Pour Ibrahim Traoré, contrôler l'offre alimentaire revient à influencer la conversation économique, exactement comme l'énergie l'a fait ailleurs. Le cœur du plan est chiffré: plus de 500 000 acres, soit environ 202 000 hectares, sont affectés à la culture industrielle de la banane à travers l'ouest du pays, du sud-ouest humide jusqu'aux plaines nouvellement irriguées du bassin de la Volta. L'investissement initial approche 410 millions de dollars, financé par des réserves d'État, des revenus miniers réorientés et des instruments régionaux de l'alliance AES. Ce n'est pas l'échelle seule qui surprend, mais la logique. Au lieu de systèmes lourds au diesel, plus de 200 unités d'irrigation solaire sont installées, réduisant les coûts d'exploitation d'environ 35% par rapport au modèle conventionnel. Les agronomes projettent des rendements annuels de 38 à 42 tonnes par hectare, ouvrant la voie à une production potentielle dépassant 8 millions de tonnes à pleine capacité. Ces chiffres déplacent le projet hors de la subsistance. Ils l'inscrivent dans l'exportation coordonnée. Pour soutenir cette mutation, l'État crée des zones de défense économique agricole. Plus de 60 000 familles en déplacées sont réinstallées en unités coopératives, avec accès à la terre, formation technique et prix d'achat minimum garanti. Pour des communautés dépendantes de l'or ou de la migration saisonnière, l'effet est immédiat: travail local, stabilité et visibilité sur les revenus. C'est ici que la promesse de P1 se précise. Quand l'offre est solide, planifiée, financée et protégée, elle cesse d'être passive. Elle devient un signal. Et ce signal, discret au départ, commence déjà à attirer des regards bien au-delà du Sahel. Sur le terrain, la politique cesse d'être abstraite. Dans les coopératives nouvellement formées, des familles autrefois dispersées par l'insécurité ou la migration retrouvent une organisation collective. Les parcelles sont regroupées, les calendriers harmonisés et la formation technique devient quotidienne. Les ingénieurs agricoles parlent bien que moins de rendement isolé que de chaîne continue, du plan au conditionnement. Pour les autorités, l'INSI
nous poursuivons le développement du projet, n'est pas seulement productif. Il est social. En réinstallant des ménages déplacés au sein d'unités coopératives, l'État cherche à stabiliser des zones rurales fragilisées depuis des décennies. Les revenus cessent d'être saisonniers. Les décisions d'investissement, modestes mais régulières, redeviennent possibles. Cette stabilité est un effet précoce, rarement capturé par les statistiques. Dans une réunion à huis clos, citée plus tard par des médias régionaux, Ibrahim Traoré résume la philosophie en une phrase devenue repère. Cultiver ce que le monde achète pour négocier, non pour supplier. Cette formule éclaire la logique d'ensemble. Les champs ne sont pas pensés comme une aide sociale élargie, mais comme une infrastructure de négociation. Les marchés locaux enregistrent rapidement le changement. Les bananes, autrefois importées et volatiles, apparaissent sous étiquette nationale. Les vendeurs évoquent bien moins la pénurie que la régularité. Pour les ménages urbains, l'effet est concret, des prix plus prévisibles et une pression moindre sur des budgets déjà fragilisés. Le so what est clair. Quand une politique transforme simultanément travail, prix et confiance, elle dépasse l'agriculture. Elle commence à redessiner le rapport entre citoyens et État bien avant que le reste du monde ne réagisse. Le passage du plan au choc externe se fait par étapes nettes. Avant 2025, la stratégie est perçue comme une réforme agricole ambitieuse mais locale. Après les premières récoltes, elle devient un facteur de marché. La différence tient à la chronologie. Une fois les champs plantés et les volumes stabilisés, les exportations commencent discrètement vers le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les quantités restent modestes, mais les prix ne le sont pas. Les bananes burkinabées entrent sur les marchés régionaux avec un différentiel de 12 à 15% sous les moyennes latino-américaines, transport compris. Cet écart déclenche l'attention. Très vite, les observateurs agricoles régionaux diffusent des estimations. À rythme constant, l'Afrique de l'Ouest pourrait remplacer 14 à 18% des importations asiatiques de fruits tropicaux en 5 ans. Peu de rapports citent explicitement le Burkina Faso, mais dans les échanges privés, les acheteurs savent d'où vient le volume. Des protocoles d'accord suivent. Des importateurs de Malaisie et du Vietnam signent des contrats pilotes, évalués à environ 188 millions de dollars, avec des clauses d'extension rapide dès que la chaîne du froid sera renforcée. Pour un pays enclavé, l'intérêt logistique est inédit. Des entreprises liées au sud de la Chine étudient des routes reliant les ports ouest-africains à Guangzhou et Shenzhen. Ce mouvement ne passe pas inaperçu en Europe. À Bruxelles, des lobbies agricoles demandent un réexamen des quotas d'importation de bananes, évoquant une instabilité du marché. À Paris, des propositions de normes phytosanitaires révisées émergent. Présentées comme sanitaires, elles augmenteraient les coûts de conformité pour les exportateurs africains de 20 à 22%. Le message est technique, l'effet dissuasif. À Washington, la réaction est plus feutrée. Un document du département d'État, diffusé en septembre 2025, reconnaît que la réorientation agricole ouest-africaine pourrait modifier les balances commerciales de produits non traditionnels. Le langage est diplomatique. La conclusion est claire, l'alimentation devient un levier. Le signal s'amplifie lorsque des extraits d'une ainsi, nous poursuivons le développement du projet. Du F1 I-fuite dans la presse financière européenne. Le texte avertit que des chaînes d'approvisionnement parallèles construites autour d'exportations alimentaires pourraient réduire l'efficacité des outils traditionnels de conditionnalité financière. C'est le point de bascule. Début janvier 2026, la pression quitte les canaux discrets. Des banques européennes retardent des paiements liés à des expéditions agricoles, invoquant des examens de conformité prolongés. Les primes d'assurance sur les routes de fret depuis le golfe de Guinée augmentent
d'environ 30% en quelques semaines. Aucune mesure n'est officiellement qualifiée de sanction. Pour les décideurs burkinabés, le message est sans ambiguïté. Dans les 24 heures, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Pas derrière un pupitre, mais devant des caisses estampillées, fabriquées au Burkina Faso. Le ton est calme, la phrase est simple. Le pays ne s'arme pas de missiles, mais de fermes. La déclaration circule rapidement au Mali et au Niger. Ce qui était une politique sectorielle devient un symbole partagé. À partir de là, la séquence s'accélère. Les réactions s'empilent, les interprétations divergent et le projet agricole entre dans une ainsi, nous poursuivons le développement du projet où chaque geste est lu comme un signal. Avant, il s'agissait de produire. Après, il s'agit de tenir. Le cœur de la controverse repose sur quelques chiffres simples mais lourds d'implications. Le premier concerne les coûts. Avant le projet, la production bananière reposait sur des systèmes d'irrigation au diesel exposés aux fluctuations du carburant et aux ruptures logistiques. Après le déploiement de plus de 200 unités solaires, les coûts d'exploitation baissent d'environ 35%. En clair, chaque tonne produite devient moins dépendante des marchés énergétiques externes, ce qui réduit la vulnérabilité structurelle du modèle. Le deuxième chiffre touche au volume. Les rendements projetés, compris entre 38 et 42 tonnes par hectare et par an, placent la production à un niveau comparable aux standards internationaux. Rapporté aux 202 000 hectares mobilisés, cela ouvre une capacité potentielle dépassant 8 millions de tonnes annuelles à maturité. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une échelle suffisante pour influencer des flux commerciaux régionaux, puis extra-régionaux, sans saturer immédiatement le marché. Le troisième indicateur concerne les prix et la stabilité intérieure. Sur 12 mois, la volatilité des prix alimentaires a diminué d'environ 18% sur les marchés urbains. Concrètement, les ménages font face à moins de pics soudains et les vendeurs peuvent planifier leurs achats. Ce delta, modeste en apparence, compte dans un contexte d'inflation persistante et de pression liées au conflit sahélien. Il transforme une culture d'importation imprévisible en produit national lisible. Ces trois chiffres forment un triangle. Coût plus bas, volume compétitif, stabilité des prix. Pris isolément, chacun est technique. Ensemble, ils expliquent pourquoi la réaction internationale s'est déclenchée. Un produit alimentaire capable d'entrer sur les marchés à 12 à contact à 15% sous les moyennes latino-américaines, tout en restant rentable, perturbe les équilibres établis. Il oblige les acheteurs à renégocier, les assureurs à réévaluer et les régulateurs à examiner. Pour Ibrahim Traoré, la lecture est pragmatique. Si ces chiffres tiennent, l'agriculture cesse d'être un poste de dépense compensé par l'aide. Elle devient un actif stratégique. C'est précisément ce que redoutait la ainsi. Nous poursuivons le développement du projet. Du FMI évoquant des chaînes d'approvisionnement parallèles. Quand la nourriture circule hors des cadres habituels, les outils de pression financière perdent de leur efficacité relative. La preuve n'est donc pas idéologique, elle est comptable. Les marges, les rendements et les écarts de prix dessinent un espace de manœuvre inédit pour un pays enclavé. Reste une question ouverte, suspendue depuis P5. Ces chiffres peuvent-ils résister à la contre-pression ou déclenchent-ils une escalade plus large? Les objections les plus solides ne viennent pas des slogans, mais des risques structurels. Premier argument. Un modèle centré sur une culture expose à la volatilité climatique et aux maladies. Les critiques soulignent qu'une dépendance excessive à la banane pourrait reproduire, à plus petite échelle,
les vulnérabilités connues ailleurs. Sécheresse prolongée, pression hydrique dans le bassin de la Volta ou choc phytosanitaire pourraient fragiliser l'ensemble. Deuxième argument, l'intervention étatique. Des observateurs occidentaux décrivent le dispositif comme un nationalisme agricole, craignant une allocation inefficiente des ressources et une politisation des prix. Selon eux, des garanties d'achat et des quotas intérieurs risquent de décourager l'innovation privée et d'alourdir les finances publiques à moyen terme, surtout si les marges à l'export se compressent. Ces critiques méritent examen car elles s'appuient sur des précédents réels. Pourtant, la réponse factuelle tient à la conception du projet. D'abord, la diversification n'est pas absente. Les autorités insistent sur un portefeuille agricole élargi, la banane servant de tête de pont grâce à sa demande mondiale stable. Ensuite, les mécanismes coopératifs limitent la centralisation pure. La production est distribuée, tandis que l'État se concentre sur l'infrastructure et les standards. Sur le plan environnemental, les inquiétudes ont été intégrées dans la mise en œuvre. Un programme de reboisement de grande ampleur, visant des dizaines de millions d'arbres autour des zones irriguées, cherche à stabiliser les sols et à protéger les nappes. Ce n'est pas une garantie absolue, mais une réponse opérationnelle, mesurable dans le temps. Enfin, l'argument financier se heurte aux chiffres de P6. Des coûts d'exploitation réduits et des prix compétitifs créent une marge tampon. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'exclure le marché, mais d'y entrer avec des conditions négociables. La question devient alors moins idéologique que séquentielle. Ces garde-fous suffiront-ils si la pression externe s'intensifie ou forceront-ils une nouvelle adaptation? À ce stade, le projet cesse d'être lu comme une expérience sectorielle. Il est interprété comme un message. Ce basculement s'opère quand la réaction internationale se polarise et que les médias africains redéfinissent le récit. Pour certains titres occidentaux, la stratégie relève d'un nationalisme agricole risqué. Pour de nombreux réseaux africains, elle incarne une contestation structurelle de décennies de dépendance imposée. La même série de faits produit deux lectures opposées. Le changement clé tient au cadre. Tant que la banane était mesurée en hectares et en tonnes, le débat restait technique. Dès qu'elle est mesurée en réactions, délais, normes et recalculs politiques, elle devient un indicateur de pouvoir. Les discussions ne portent plus sur la viabilité agronomique, mais sur les précédents créés. C'est ici que le parallèle avec l'énergie apparaît sans être explicitement revendiqué. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est assumé publiquement au moment précis où la pression devient visible. En se montrant devant des caisses des estampillés nationales, il déplace l'attention des chiffres vers le symbole sans renier les chiffres. Le geste est calibré. Il transforme une contrainte extérieure en affirmation intérieure, compréhensible par les citoyens comme par les partenaires régionaux. Ce point médian clarifie la suite. Si l'agriculture peut déclencher des ajustements géopolitiques, alors la question n'est plus de savoir si le modèle fonctionne localement. Elle devient de mesurer jusqu'où ces effets peuvent s'étendre et à quel coût politique. Pour l'État, l'effet le plus immédiat est institutionnel. La politique alimentaire cesse d'être un poste défensif pour devenir un outil de négociation. Les administrations commerciales et financières travaillent désormais avec des hypothèses différentes, intégrant la capacité d'exportation comme variable stratégique. Les débats internes ne portent plus seulement sur l'équilibre budgétaire, mais sur la gestion du signal envoyé à l'extérieur. Cette évolution change la posture diplomatique, même sans annonce formelle. Pour les entreprises, surtout locales et régionales, le paysage se recompose. Les coopératives agricoles gagnent une visibilité nouvelle auprès d'acheteurs étrangers, tandis que les acteurs logistiques s'adaptent à des flux plus réguliers. Les transformateurs urbains
Farine, aliments pour nourrissons, emballages biodégradables bénéficient d'un approvisionnement plus prévisible. À l'inverse, certains intermédiaires historiques voient-ils leur marge se réduire. Le marché ne disparaît pas, il se réorganise autour de nouveaux points d'ancrage. Pour les citoyens, les conséquents armitohydrinates sont plus tangibles. Dans les zones rurales, l'emploi progresse et se stabilise. Les chiffres provisoires évoquent une hausse d'environ 27% de l'emploi agricole entre mi-2025 et fin 2025, un retournement après des décennies d'exode. En ville, la baisse de la volatilité des prix alimentaires, proche de 18% sur un an, allège la pression sur les ménages. Ces évolutions n'effacent pas la pauvreté, mais elles modifient la perception du futur immédiat. Au niveau régional, l'impact est psychologique autant qu'économique. Des pays voisins observent un modèle qui combine production, coordination et narration politique. L'idée qu'un État enclavé puisse influencer des chaînes d'approvisionnement élargies remet en cause des hiérarchies implicites. Les discussions au sein des alliances régionales gagnent en densité, passant du soutien symbolique à l'examen de mécanismes reproductibles. Cette dynamique explique la nervosité extérieure. Les réactions européennes, normes et délais et les signaux plus prudents venus de Washington traduisent une même préoccupation, la création de chaînes parallèles. Pour Ibrahim Traoré, le pari est que ces ajustements, même contraignants, valident la thèse initiale. Si la nourriture déclenche des recalculs, alors elle a déjà dépassé son rôle traditionnel. Le revers existe, les suspensions d'aide, les retards de paiement et la hausse des primes d'assurance ont un coût réel. Mais pour la première fois, ces pressions ne trouvent pas un pays sans alternative. Des offres de partenariat venues d'Asie et de Turquie ouvrent des options, sans effacer les risques de dépendance nouvelles. La conséquence clé est donc le choix retrouvé. En somme, pour l'État, les entreprises, les citoyens et la région, le projet produit un même effet. Il transforme l'incertitude en variable négociable. Ce n'est pas une victoire définitive, c'est un déplacement du terrain où les décisions futures pèseront davantage que les contraintes héritées. Le scénario de base prolonge les dynamiques observées. Les exportations augmentent de façon graduelle, sans rupture logistique majeure, tandis que les contre-mesures restent techniques plutôt que politiques. Les normes, les délais de paiement et les primes d'assurance continuent de peser mais sans bloquer les flux. Dans ce cadre, l'État consolide les coopératives, affine la chaîne du froid et sécurise des contrats à moyen terme. Le signal envoyé est celui d'une résilience prudente. Le modèle tient, mais au prix d'ajustements constants et d'une discipline administrative élevée. Le scénario optimiste repose sur la coordination. Les partenariats logistiques se stabilisent, les routes portuaires gagnent en fiabilité et les acheteurs diversifient leurs sources. Les clauses d'extension prévues dans les contrats pilotes s'activent, élargissant les volumes sans compression excessive des marges. La stabilité intérieure s'améliore, les investissements éducatifs et ruraux suivent et la diversification agricole progresse, réduisant le risque de monoculture. Dans ce cas, Ibrahim Traoré apparaît comme l'architecte d'un passage à l'échelle maîtrisée, là où l'alimentation devient un pilier de négociation plutôt qu'un motif de tension. Le scénario de risque est plus abrupt, une escalade réglementaire ou financière cible les intrants clés, assurance, engrais, accès aux devises ou corridors maritimes. Les coûts remontent plus vite que les prix, comprimant la rentabilité. Les critiques internes gagnent en audience, pointant les arbitrages budgétaires et les tensions environnementales. La réponse dépend alors de la capacité à amortir le choc par des partenaires alternatifs et par une consommation intérieure protégée.
Le modèle ne s'effondre pas nécessairement, mais il s'ajuste sous contrainte avec des délais sociaux et politiques. Un principe de lecture aide à trancher entre ces futurs possibles. Si les contre-pressions restent fragmentées et techniques, alors la coordination alimentaire progresse. Si elles deviennent explicitement politiques et synchronisées, le coût d'accès augmente et la trajectoire ralentit. Autrement dit, si les flux peuvent se diversifier plus vite que les barrières, alors le levier se renforce. Si l'inverse se produit, alors la priorité bascule vers la protection intérieure et la diversification accélérée. La recommandation de méthode est simple. Évaluer chaque signal non comme un verdict, mais comme une donnée d'ajustement. Les normes, les délais et les primes sont des variables. Leur évolution renseigne sur l'acceptation ou la contestation d'un précédent. À ce stade, l'incertitude n'est pas une faiblesse. Elle est l'espace même où se décide la suite. Pour les citoyens des pays importateurs, l'enjeu est moins idéologique que pratique. Il y a quand une nouvelle source entre sur le marché à des conditions différentes, elle influence les prix, la stabilité et la diversité de l'offre. Même à distance, des ajustements logistiques en Afrique de l'Ouest peuvent se traduire par des variations sur les étals, par des contrats renégociés et par une redistribution des marges le long de la chaîne. Le consommateur n'en voit qu'une partie, mais il en ressent les effets. Pour les entreprises, surtout celles liées à l'agroalimentaire, au transport et à l'assurance, l'histoire sert d'étude de cas. Elle montre comment un acteur inattendu peut modifier des hypothèses considérées comme acquises. Les décisions d'investissement, d'entreposage ou de couverture de risque se prennent alors avec un paramètre supplémentaire, la coordination de l'offre alimentaire. Ignorer ce paramètre devient un risque stratégique en soi. Pour les décideurs publics, le récit agit comme un miroir. Il pose une question simple. Jusqu'où une politique de production peut-elle réduire la dépendance sans créer de nouvelles vulnérabilités? Les débats sur les normes, les quotas ou l'aide prennent un relief différent quand ils sont observés à travers les effets concrets sur l'emploi, les prix et la stabilité sociale. La frontière entre politique intérieure et politique extérieure s'estompe. Dans ce cadre, la figure de Ibrahim Traoré est moins centrale que la méthode associée à son action. Planification, investissement initial, protection ciblée du marché intérieur, puis ouverture graduelle. Ce séquencement peut être discuté, critiqué ou adapté, mais il fournit un langage commun pour analyser des trajectoires similaires ailleurs. Le spectateur est invité à comparer, non à adhérer. Deux pistes de réflexion émergent. D'abord, la sécurité alimentaire n'est plus seulement humanitaire. Elle devient stratégique quand les chaînes sont fragiles. Ensuite, la souveraineté n'est pas un état binaire, mais un continuum fait de choix et de compromis. Observer cette expérience permet d'affiner son propre jugement sur ces équilibres. La question qui reste, volontairement ouverte, concerne la reproductibilité. Ce qui fonctionne dans un contexte précis peut-il être transposé ou sert-il surtout de signal? La réponse n'est pas immédiate, mais elle commence par une attention accrue aux détails plutôt qu'aux slogans. La réponse opérationnelle s'organise autour de quelques étapes lisibles. Première étape, sécuriser l'intérieur. La charte de souveraineté alimentaire impose que 40% des rendements restent sur le marché national, afin d'amortir les chocs extérieurs. Cette règle donne un socle prévisible aux ménages et réduit le risque que l'exportation déséquilibre l'accès local. Elle transforme la production en double circuit, intérieur protégé et extérieur négocié. Deuxième étape, consolider l'infrastructure. La priorité va à la chaîne du froid, au stockage et aux couloirs logistiques régionaux. L'ainsi, nous poursuivons le développement du projet.
n'est pas la vitesse maximale, mais la fiabilité mesurable. Chaque amélioration se juge par des indicateurs simples: perte, post-récolte, délai de livraison, coûts unitaires. Ce pilotage technique limite la dépendance à un seul partenaire et maintient une marge de manœuvre. Troisième étape, intégrer l'environnement. Le programme de reboisement, visant des dizaines de millions d'arbres autour des zones irriguées, répond aux inquiétudes hydriques. Il ne supprime pas les tensions, mais il inscrit leur gestion dans un calendrier public vérifiable. Pour Ibrahim Traoré, cette transparence est stratégique. Elle réduit l'argumentaire des critiques et stabilise l'acceptation sociale. Quatrième étape, élargir la base productive. La banane reste la tête de pont, mais la diversification agricole progresse pour éviter la dépendance à une seule culture. Cette expansion graduelle s'appuie sur les coopératives existantes et sur des formations techniques déjà en place, limitant les coûts d'apprentissage. Cinquième étape, mesurer et ajuster. Des consultations nationales diffusées à la radio permettent aux agriculteurs, et ingénieurs et citoyens de débattre des arbitrages. Les décisions ne sont pas figées, elles s'ajustent aux signaux du marché et aux contraintes sociales. La boucle de curiosité de P10 se referme ici. Si les pressions s'intensifient, l'outil principal reste la flexibilité institutionnelle plutôt que la confrontation. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit une méthode. Dans un environnement instable, la capacité à corriger rapidement compte autant que la vision initiale. C'est ce pragmatisme plus que la culture elle-même qui soutient la trajectoire. Le rappel se fait par une image simple, déjà vue plus tôt. Des caisses empilées, marquées d'une étiquette nationale, devant lesquelles un dirigeant parle sans emphase. Ce détail matériel, presque banal, sert de fil conducteur. Il relie la planification discrète des bureaux, les coopératives rurales et les débats géopolitiques lointains. L'histoire revient ainsi à ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, une question de contrôle concret. Avec le temps, le projet a dépassé ces chiffres. Les hectares, les tonnes et les pourcentages ont ouvert la voie à autre chose. Une redéfinition de la confiance collective. Pour des citoyens longtemps habitués à voir la terre comme une contrainte, elle devient un capital. Pour des institutions, la production cesse d'être un fardeau subventionné et devient un actif négociable. Ce déplacement est lent, mais il est assez profond. Dans les discours religieux, culturels et communautaires, une même idée s'installe. Travailler la terre n'est plus seulement survivre, c'est participer à une trajectoire commune. Cette dimension symbolique explique pourquoi le débat interne s'est déplacé. Il ne porte plus sur l'abandon ou la poursuite du projet, mais sur la manière de l'encadrer durablement. Pour Ibrahim Traoré, le pari n'était pas de promettre l'abondance immédiate. Il consistait à démontrer qu'une nation pouvait fixer le tempo au lieu de le subir. Les chants deviennent alors des déclarations silencieuses, les récoltes des signaux lisibles par tous. La phrase qui s'impose est courte et tient lieu de conclusion provisoire. La souveraineté se construit, elle ne se demande pas. Reste à savoir comment ce principe résistera à l'épreuve du temps, des marchés et des pressions extérieures. À ce stade, l'histoire ne demande pas une adhésion, mais une lecture attentive. Ce qui s'est joué au Burkina Faso montre comment un choix de production peut devenir un langage politique compréhensible bien au-delà de ses frontières. Il ne s'agit pas d'un modèle clé en main, encore moins d'une morale universelle. C'est un cas qui oblige à revoir des réflexes anciens sur l'aide, la dépendance et la capacité d'agir. Pour certains, cette trajectoire évoquera une opportunité. Pour d'autres, un risque à contenir. Les deux lectures peuvent coexister car elles s'appuient sur les mêmes faits. Ce qui compte, c'est la manière dont ces faits sont interprétés et intégrés dans des décisions futures. Les normes, les partenariats et les réactions observées ne sont pas des épilogues, mais des chapitres en cours d'écriture.
La question la plus utile n'est donc pas de savoir si cette stratégie plaît ou dérange. Elle essaie de comprendre ce qu'elle révèle sur l'évolution du pouvoir dans un monde de pénurie, de chocs climatiques et de chaînes fragiles. Quand la nourriture devient un levier, chaque acteur doit ajuster sa grille de lecture. Si cette analyse a déplacé votre regard, partagez-la comme point de départ de discussion. Si elle a soulevé des doutes, explorez-les. Le débat le plus fécond commence rarement par des certitudes, mais par une interrogation simple. Sommes-nous prêts à reconnaître des formes de puissance qui ne ressemblent pas à celles d'hier?